Pourquoi vous levez le pouce en l'air comme ça, Emmanuel Todd, devant Cécile de Cavalcasoué qui était prête à partir en week-end, là, tranquillement? Je la retiens un peu parce que je vois un grand sourire. Parce que j'ai été mis à jour sur la question européenne, c'est exactement ça. Je ne vais pas répéter, c'est-à-dire la transformation de l'Europe, d'un système qui représentait l'espoir des peuples en une espèce de machinerie. La seule correction que je dirais, c'est que j'aurais pas dit franco-allemand en mettant les Allemands et les Français sur le même pied. Parce que, en vérité, je veux dire, cette nouvelle machine, ça a été dit, c'est l'Allemagne, d'ailleurs, c'était tout à fait intéressant de commencer sur Die Zeit, optimiste, puisque évidemment une Europe allemande, mais ce qui change un peu la configuration, c'est que, ça nous amène à notre sujet, Sarkozy est passé d'une attitude de gamin lançant des boules puantes vers l'Allemagne à une attitude de soumission, en fait. Donc le principe de soumission du gouvernement français actuel à l'Allemagne est au cœur du problème. J'aurais juste rajouté ça, mais dans l'ensemble, c'était parfait. Écoutez, vous allez avoir jusqu'à 9 h pour rajouter tout ce que vous voulez en codicile à la revue de presse de Cécile de Cavalcasoué et à nos questions au matin de France Culture. Bon, alors aujourd'hui, 29 octobre 2010, Emmanuel Todd, je précise et rappelle que vous êtes politologue, démographe, historien, sociologue et essayiste français, et que ce vendredi voit un peu la suite, et qui sait peut-être pas la fin, de notre feuilleton dans les matins sur l'état de santé de nos institutions, de la démocratie, du vivre ensemble. Nous avions reçu Marcel Gauchet mardi, Michela Marzano et Christophe Guilluy mercredi, donc vous ce matin, Emmanuel Todd. Alors il y a 2 ans, vous publiez un essai au titre provocateur, inquiétant, Après la démocratie, chez Gallimard. Il sort en poche aujourd'hui, 2 ans après. Et ça donne l'occasion d'une relecture à la lumière de l'actualité sociale et politique qui vous donne des airs de prophète parce que même l'introduction, vous l'avez réécrite là. J'ai touché à rien. J'ai touché à rien, je me suis pas occupé de la publication, j'ai pas fait la 4e de couverture. C'est le truc dans son état originel. Bon alors, il faut dire que le livre se propose de dénoncer à la fois l'action... Enfin, j'avais bien noté que les faits ne contredisaient pas. Ouais. C'est-à-dire je n'ai pas actualisé parce que ça ne servait à rien. Parce que vous trouvez que ça ne servait à rien. Alors l'idée c'était de dénoncer l'action de Nicolas Sarkozy, mais pas seulement, c'est d'essayer de savoir au fond pourquoi, il y a 2 ans, nous en étions arrivés là, pourquoi nous avions un président comme celui-là qui reflétait si mal les questions attenantes à la démocratie, à la réforme, au bien commun, et que sais-je encore. Je voudrais vous faire réagir à partir de là sur l'actualité que nous venons de vivre depuis que la réforme de la retraite a été lancée, puis adoptée et sera sans doute promulguée à la mi-novembre. Avez-vous lu l'éditorial du Monde d'hier, de vendredi, qui dit Nicolas Sarkozy a peut-être perdu la bataille de l'opinion, mais il a gagné la bataille politique parce qu'il apparaît comme un dirigeant cohérent et courageux, parce qu'il rassure les marchés et les agences de notation, et parce que l'opposition n'a pas présenté de projet plus convaincant. Sarkozy vainqueur ? Oh non, pas du tout, je ne sais pas ce qu'il aura pris là. L'existence d'un problème de l'opposition, c'est-à-dire du vide politique en face, est le problème fondamental en France. Pour moi, il y a beaucoup plus un problème de la gauche qu'un problème de la droite. La droite est la droite, elle fait ce qu'elle peut pour faire progresser l'inégalité ou pour accompagner la montée des inégalités. Mais de là à parler de victoire politique de Sarkozy, c'est vraiment c'est très très aventureux. Il gagne politiquement, mais il perd contre l'opinion. Non, mais je veux dire, savoir s'il a gagné politiquement, je veux dire, la réponse on l'aura au lendemain des dernières présidentielles. Les dernières élections qu'on a eues en France, si mes souvenirs sont exacts, c'était les régionales il y a quelques mois qui ont été un désastre absolu pour la droite. Sarkozy est au plus bas dans les sondages. Il vient de faire passer une réforme dont on va s'apercevoir qu'elle n'a pas de substance. Parce que les problèmes de la France ne sont pas le problème des retraites actuellement, et surtout pas dans les termes où ça a été posé par le gouvernement. Le problème de la France, c'est la déroute de l'appareil industriel, c'est la déroute économique, et dans un tel contexte, ce genre de réforme n'aura aucun impact. Donc je ne sais pas si elle sera purement et simplement annulée ou transformée par un éventuel gouvernement socialiste après les prochaines présidentielles. Mais si vous voulez, c'est là, dire que quelque chose a été obtenu, c'est comme si, je sais pas, moi, l'image qui me vient, c'est un gamin super content parce qu'il a réussi à mettre un verre d'eau dans un seau percé.
Donc je ne vois pas comment on peut parler de... Et c'est tellement près des prochaines présidentielles. Ah, c'est dans un an et demi, quoi. Oui, mais on est tellement près. C'est-à-dire en vérité, le passage de cette réforme qui n'a pas de substance, qui est injuste, et l'ouverture des présidentielles. Et donc on va vivre sous l'ombre. Je ne vois pas comment on peut parler de victoire politique. Pour se faire entendre l'avocat du diable tout de même, dans le même temps, tous les observateurs s'accordent à dire, même d'ailleurs dans son livre à paraître de mémoire, Michel Rocard raconte comment la France tout de même est un pays compliqué à réformer, tant la tension sociale surgit dès que l'on indique qu'il faudrait changer, améliorer quelque chose dans le système démocratique, dans le système social. Non, mais je veux dire, j'ai bien vu il y a eu des couvertures de journaux. On a vu l'espèce de ritournelle sur la France, pays impossible à réformer. Regardez ce qu'on dit. On dit, regardez les Anglais, ils ont j'ai vu. Un coup dur sur les terrible Anglais, et ils ne bougent pas. Oui, bon. Oui, bah, j'ai vu l'éternel Jean-Michel Apathy faire à Canal+ un numéro sur les Anglais acceptant merveilleusement tout ce qu'on leur propose. Pourquoi vous me faites non? Parce que c'est pas ce que j'ai lu dans la presse. Non, mais là je parle de Jean-Michel Apathy à Canal+, donnant l'Angleterre en exemple. Je veux dire, c'est quelque chose. C'est le commentaire français, un peu courant. Là, c'était tout à fait rigolo parce que l'Angleterre est quand même un pays que je connais. Et donc on voyait un commentateur français central et assez archétypal, je veux dire, assis sur une ignorance crasse de l'histoire, parce qu'apparemment il semblait croire que l'histoire anglaise commençait il y a 30 ans seulement. Je veux dire, ignorance crasse de ce que sont les traditions françaises. C'était tout à fait ridicule. Donc ce discours sur le peuple français ingouvernable, irréformable et soi-disant arriéré, il est toujours là. Et dès que la période d'agitation se referme, je veux dire, ce discours des strates supérieures du commentaire politique, je veux dire, se reforme. Mais la vérité, c'est que dans le contexte actuel, les élites, entre guillemets, je veux dire, du commentaire politique ou de la classe politique, sont totalement à côté de la plaque économiquement. C'est-à-dire qu'ils font comme si le problème de la France, c'était encore se réformer, c'est-à-dire s'adapter à la société ultralibérale, etc. Alors qu'actuellement, et même aux États-Unis ils en sont conscients, nous vivons la fin du modèle ultralibéral, l'effondrement de la croyance en le fait que la flexibilisation des marchés, le rognage de tous les avantages acquis va mener les sociétés occidentales à quelque chose. Donc la vérité, c'est que le peuple français a compris que ça ne servait à rien. Il refuse ce qu'on appelle réforme, en fait, c'est dégradation, je veux dire, du niveau de vie, etc. Donc non, vraiment non. Alors, après La démocratie écrite, il y a 2 ans, qui sort en poche aujourd'hui, on pouvait lire cette thèse de votre livre principal, c'est qu'au fond, Nicolas Sarkozy est un symptôme. Ce président, écriviez-vous, est la preuve que la France est malade. Nous devons poser une hypothèse radicale et admettre que l'homme Sarkozy n'est pas parvenu à atteindre le sommet de l'État malgré ses déficiences intellectuelles et morales, mais grâce à elle, c'est sa négativité qui a séduit, respect des forts, mépris des faibles, et il a réussi à se faire élire en incarnant et en flattant ce qu'il y a de pire autour de nous. Vous ne retirez pas un mot de ce que vous avez écrit il y a 2 ans, et ça vous confirme dans l'idée que la réaction populaire, par exemple à la rue et à la réforme, va dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on est dans une interrogation, bien entendu, les attitudes qui consistent à penser que c'est juste la personne de Sarkozy qui est le problème. Je veux dire, sont tout à fait ridicules. Je veux dire, il y a le problème derrière Sarkozy, il y a l'UMP qui est devenu un parti d'un genre un peu spécial, qui vote toutes ces mesures. La droite a pourri au rythme de son président. Et puis, il y a eu dans la société française ce qu'il fallait pour élire ce personnage. Parce qu'il a été très bien élu. On rappelait avec Marcel Gauchet ici, qui était à votre place, qu'après tout, il a été très bien élu avec 53% des voix. Il a été très bien élu, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont, justement, le commentaire politique par en haut, ce que j'évoquais, parce qu'il y a vraiment un système de production, d'interprétation des attitudes populaires qui est à Paris, je veux dire, dans le haut des rédactions des divers moyens de communication ou d'information, qui ne correspond pas à ce qui se passe. Donc, par exemple, quand il a été élu avec 53% des voix, ce qui s'est installé ensuite, c'est un discours sur la réforme, la volonté de changement, de bousculer des situations acquises.
Et puis, ce que je faisais dans le livre, c'était de dire, bon, ça, on fait parler les gens, mais regardons quelle a été la structure du corps électoral, quelle est la structure du corps là, qui a élu Sarkozy. On se rend compte que, je veux dire, Chirac, au premier tour, avait eu le vote de 33% des gens de plus de 65 ans. Sarkozy a eu le vote de 44% des gens de plus de 65 ans. Donc la vérité, c'est que la poussée sarkozyste du premier tour, c'était aussi un petit peu la récupération des artisans du Front National, mais la poussée sarkozyste du premier tour, c'était le vote de gens âgés. Et pourquoi est-ce que les gens âgés ont voté Sarkozy? Parce qu'il y avait eu en 2005 la flambée des banlieues, que d'ailleurs Sarkozy avait lui-même provoqué d'une certaine façon, qui avait terrorisé très justement le pays, car c'était tout à fait terrifiant et inquiétant. Il y a eu une piqûre de rappel un peu suspecte au moment des événements, des incidents de la gare du Nord en mars, qui ont précédé les élections présidentielles. Et la vérité, c'est que l'élection de Nicolas Sarkozy a été le résultat d'un vote de peur des gens âgés et effrayés. Mais ensuite, on a continuer à parler comme si c'était de la nouveauté, alors que la vérité de l'élection de Sarkozy, c'est que c'est le président de droite le plus ringard, le plus associé au conservatisme au départ, par son électorat. Et on retrouve, et là on est dans la continuité, parce que ce qui a fini par apparaître au moment du vote sur les retraites, c'était quoi cette proposition de réforme sur les retraites? Ne pas toucher aux avantages des gens qui sont déjà à la retraite, parce que c'est la base électorale de Sarkozy. Continuer, je dirais, à faire tous les arbitrages contre les jeunes, et donc on a fini avec les jeunes dans la rue. Donc il y a une sorte de logique du sarkozysme qui est une alternance de violence, de peur, d'effrayer les vieux, etc., qui n'a rien à voir avec le commentaire général. Bon, puisqu'on vous fait jouer le rôle de prophète, Emmanuel Todd, cela dit, ça n'aurait pas été forcément beaucoup mieux si Ségolène Royal avait été élue présidente de la République. Ah, maintenant, si, on peut dire si. Non, si maintenant vous le dites alors. Ah oui, oui. Parce que dans le livre, vous l'épargnez pas beaucoup plus. Non, je sais que pour voter, moi j'ai voté Ségolène Royal aux 2 tours. Ça m'a beaucoup coûté. En fait, 2 bouteilles de vin, parce que j'ai dû me saouler les 2 fois pour y arriver. On est le matin, c'est le service public, boire avec modération, nous dira le CSA. Voilà. Oui, non, mais j'ai pris de bon Bordeaux. Et donc ça a été vraiment très dur. Mais bon, je l'ai fait, et quand même avec un coefficient d'incertitude, parce que le personnage était aussi un peu problématique. Mais je crois maintenant qu'on peut dire qu'il est vrai, je ne peux pas imaginer Ségolène Royal n'aurait jamais fait le genre de politique extérieure qu'a fait Sarkozy, qui nous a mis la France dans une situation vraiment très très difficile économiquement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu de mauvaise foi, Emmanuel Todd? Parce que vous dites que, d'accord, certes, il y a un problème Sarkozy dans votre livre, mais pas seulement. Vous faites, et là, ce qui est intéressant dans le livre, une espèce de quinza, on va dire, de match nul entre... Vous dites une droite qui a, à un moment donné, trahi les idéaux gaullistes ou catholiques qui faisaient qu'en tout cas, elle n'avait pas l'argent comme principal souci. Et vous dites que la gauche, elle, dans le même temps, a trahi sa base populaire, de l'intérêt populaire, qu'on ne s'intéresse plus aux décapsuleurs de bouteilles qui font les campagnes électorales. Et que là aussi, avec l'exemple, vous les citez, et je termine, de Strauss-Kahn au FMI. Oui, si vous voulez, absolument. Et on peut repartir là-dessus. Et j'ai l'autre jour, j'étais aux journées parlementaires du Parti Socialiste où j'ai dit très loyalement que le Parti Socialiste n'avait, à mon sens, pas encore de programme économique. Donc ça, on peut en reparler, mais il faut bien voir que l'action internationale de Sarkozy, on est à l'époque, on nous rebat les oreilles de la globalisation. On est censé être dans un ajustement à la réalité du monde. Et être ajusté à la réalité du monde, pour une puissance moyenne comme la France, c'est avoir une bonne image et une politique extérieure intelligente. Et ce qu'a fait Sarkozy, alors dans un premier temps, il nous a alignés sur les États-Unis, il s'est lancé dans une politique de confrontation avec le monde musulman pour des raisons de politique intérieure, l'Afghanistan, la Turquie, confrontation avec l'Iran. Et la vérité maintenant de l'action de Sarkozy, c'est que la France a une image épouvantable. On ne peut plus vendre une centrale nucléaire ou un TGV à des pays non alignés. Il nous coûte des centaines de milliards, cet homme. On se fait kidnapper je veux dire, les gens de nos entreprises internationales dans notre propre sphère d'influence en Afrique. Et la vérité, c'est que rien serait mieux que ça. Et ça donne des arguments aux socialistes pour gouverner sans programme.